Je suis ravi de vous accueillir pour cette table ronde PFAS qui est organisée à l'initiative de l'EPE et de Suez. Je m'appelle Dirk Nuyens, un nom flamand, alors désolé pour l'accent. Je travaille comme associé chez ERM, où je travaille ceci aux côtés des industriels, des pouvoirs publics et d'autres parties prenantes, et ceci au niveau européen et au niveau mondial, quoi. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'animer nos échanges en tant que facilitateur. L'objectif n'est pas de chercher une réponse unique, dialogue, de croiser les regards et de partager des expériences très concrètes. Les PFAS, c'est clair, occupent aujourd'hui une place centrale dans le débat public, mais au-delà de leur visibilité médiatique, ils sont surtout devenus un enjeu stratégique majeur, et ceci pour de nombreux secteurs industriels. Santé humaine, évolution rapide des cadres réglementaires, responsabilité environnementale, continuité des activités et innovation, les questions sont multiples à répondre, interconnectées et souvent complexes à arbitrer. C'est précisément l'objectif de cette première table ronde. Vous dirigez le CIRCE chez Suez, le Centre de recherche et d'innovation du groupe Suez. Vous êtes en première ligne sur les enjeux liés au PFAS, aussi bien pour l'eau et pour les déchets. Vous accompagnez au quotidien des industriels et les collectivités confrontées à cette pollution avec des attentes très concrètes et en matière de solutions. Je vous propose de nous expliquer comment Suez aborde aujourd'hui cette problématique, quelles sont les solutions disponibles et quels sont, selon vous, les principaux enjeux que les PFAS posent. Merci Dirk, ravi d'être avec vous. Alors pour essayer de poser le panorama, comme vous pouvez l'imaginer, ça fait un certain temps, quelques années qu'on travaille sur ce sujet des PFAS autour de deux principales problématiques. La première, c'est le traitement des PFAS dans les matrices liquides, qu'on parle d'eau ou d'effluents industriels ou d'effluents urbains. On va avoir trois grandes familles de traitements possibles. Le premier, c'est des traitements de captage à travers des matériaux spécifiques, charbon actif que tout le monde connaît bien, résine échangeuse d'ions. Deuxième grande famille, les traitements membranaires. Là aussi, je ne vous apprends rien, nanofiltration, osmose inverse. Et puis, technologie un peu plus spécifique, la foam fractionation, le moussage, qui permettent là aussi d'extraire les PFAS. Donc, c'est des technologies qu'on utilise depuis un certain temps, sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Mais une fois que j'ai dit ça, on est encore sur la théorie des milliers de molécules qui ont des caractéristiques, même si elles ont un tronc commun un peu différentes et qu'elles ne se comportent pas toutes de la même façon. Et donc, on a fait ces dernières années des centaines, même des milliers d'essais pilotes sur ces différentes technologies de façon à avoir des convictions en termes de dimensionnement des installations. Aujourd'hui, la capacité de le faire, on a d'ailleurs récemment mis en service une usine de traitement des PFAS au sud de Lyon, à Ternay, au sud de la vallée de la chimie, qui permet d'éliminer les PFAS dans l'eau potable avec un système en l'occurrence, on a fait le choix du charbon actif et un système de régénération semi-continue du charbon actif. Une fois que j'ai balayé ce panorama de ce qu'on peut faire sur le traitement dans toutes les technologies que je vous ai très rapidement décrites là, on ne fait que concentrer les PFAS. On les concentre sur des résines ou sur des charbons, sur des matériaux, ou on les concentre dans des liquides. On se pose la question de la destruction. Donc évidemment, on a travaillé, c'est le deuxième axe, aussi beaucoup sur la question de destruction des PFAS. Alors, des solutions qui fonctionnent existent. Hein. Les traitements thermiques haute température des déchets dangereux marchent très bien, parce qu'on a des températures très élevées, donc on a des taux d'élimination, de destruction des PFAS qui sont très significatifs, qui est difficile de reproduire un peu partout. Nous, on a travaillé déjà depuis 3 ans à peu près sur une technologie à l'origine, d'ailleurs qu'on n'a pas travaillé spécifiquement sur les PFAS, qui est la gazéification hydrothermale, dans laquelle on va pousser l'eau dans un état supercritique qui permet de gazéifier quasi tout ce qu'il y a dedans. Et on en a profité pour faire des essais de traitabilité des PFAS. Et là aussi, on est sur des taux de destruction qui sont très élevés, très significatifs, et on pourrait avoir des installations plus compactes. Et
quand on parle de cadre réglementaire pérenne, je pense qu'on rebondit tout à fait sur le sujet de la journée, Une santé, One Health, parce que finalement, ce cadre réglementaire, il ne pourra émerger que d'une logique d'un compromis. On va avoir d'un côté, évidemment, la nécessité de maîtriser un risque sanitaire, c'est un enjeu clé, mais il faut savoir que tous les traitements qu'on va mettre en œuvre, comme je l'ai dit, sont très énergivores. Et qui dit énergie, dit impact aussi sur l'environnement. Et donc, il va falloir pouvoir trouver le bon compromis entre une maîtrise des risques sanitaires nécessaires et les impacts sur l'environnement et les impacts économiques associés. Et ce n'est pas chose facile. Et puis, je vais finir par une réflexion plus personnelle. Il y en a qui vont sourire dans la salle parce que certains chez Suez savent que c'est un peu mon obsession. Moi j'ai une vraie inquiétude sur la course sans fin à la molécule. On a une logique. Alors, Marie l'a bien illustré avec son iceberg, là, 500, enfin, j'ai plus, enfin, bref, celui d'en bas où on ne connaît pas grand-chose, il y en avait 70 000. On est aujourd'hui très focalisé sur des approches molécule par molécule. Alors, rassurante, on met un seuil, après, il faut respecter ce seuil. OK, nous, ça nous aide parce qu'on sait établir les traitements. Je pense qu'on ne s'en sortira pas si on n'arrive pas à avoir une évaluation globale de la toxicité, quelles que soient les molécules qu'il puisse y avoir. Et aujourd'hui, il existe des outils sur la base de bioessais avec des cellules spécifiquement conçues pour réagir à certains effets qui permettent d'avoir des résultats robustes et surtout interprétables. C'est-à-dire vous allez être capable de dire « je ne sais pas exactement quelles sont les molécules présentes dans cette eau-là, mais je sais qu'elle a le même effet endocrinien que l'estradiol à telle concentration ». Et ça, l'estradiol à telle concentration, c'est bien documenté par les scientifiques et c'est bien connu. On a exactement le même problème sur les pesticides et les métabolites de pesticides. Et moi, je pense que si on n'arrive pas, ça y est, je suis en retard, je le savais, si on n'arrive pas à pousser vers là, je crains qu'on soit toujours en train de courir derrière le train avec le côté très anxiogène que ça a pour la société en général. Merci Gilles. Le secteur de l'assurance appréhende aujourd'hui les PFAS. Quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés et comment vous accompagnez concrètement les entreprises dans leur démarche de réduction et de gestion de risque? Alors, pour commencer, il faudrait rappeler que l'assurance, c'est un outil de gestion des risques où une entreprise transfère ses risques, une partie de ses risques au marché de l'assurance. Comme tout outil, il peut beaucoup, mais il a aussi ses limites. Et la principale limite, c'est ce qu'on appelle l'assurabilité d'un risque. Pour qu'un risque soit assurable, donc transférable au marché de l'assurance, il doit répondre à certaines conditions. Et une de ces principales conditions, c'est par exemple le caractère aléatoire d'un risque. Si un risque est systémique, a une probabilité trop élevée de se réaliser, il n'est plus transférable au marché de l'assurance. Et par bien des aspects, dépendant des lignes de l'assurance, le risque PFAS arrive vraiment à la limite de ce que le marché considère comme assurable. Donc, si on veut synthétiser la réponse du marché de l'assurance au PFAS, alors c'est vraiment schématique parce que ça dépend des compagnies et ça dépend des lignes d'assurance, mais on peut synthétiser la réponse du marché de l'assurance au risque PFAS en 3 étapes. Donc, la première étape, avant que ce risque apparaisse vraiment dans les radars, dans les contrats d'assurance, il n'y avait aucune exclusion liée au PFAS. Ce n'était pas encore une préoccupation. Puis sont arrivés certains gros sinistres importants, et là, on a eu une seconde phase, un petit peu irrationnelle, où les compagnies d'assurance se sont mises à exclure tous les risques liés au PFAS de manière systématique. Donc, le marché de l'assurance considérait que ce n'était plus un risque assurable. Et maintenant, on arrive dans une troisième phase qui est plus rationnelle, où les assureurs peuvent, souvent au cas par cas, selon les entreprises, selon les usages et selon les lignes d'assurance, procéder à des rachats partiels des risques liés au PFAS. Et ces possibilités de rachat partiel, donc de couverture des risques PFAS, sont très dépendants, donc premièrement, de la typologie d'usage des PFAS par une entreprise. Donc, on peut avoir d'un côté les producteurs de PFAS et les entreprises qui utilisent des PFAS par exemple pour fabriquer des polymères fluorés.
Donc là, on est vraiment dans un risque assez important qui est très difficilement assurable. Ensuite, on a des entreprises qui utilisent des PFAS dans leur process, donc sans fabriquer directement des PFAS, mais qui vont par exemple utiliser des graisses fluorées à base de PFAS ou des produits pour le démoulage de plastique. Et on a une troisième typologie d'usage et d'exposition qui concerne beaucoup plus de monde, c'est tout ce qui est lié aux mousses d'extinction d'incendie. Et actuellement, dans ce domaine, il y a peu d'alternatives. Et donc voilà, on a ces trois typologies vraiment schématiques d'exposition PFAS. Et après, donc, du point de vue assurantiel, le risque de PFAS, il va principalement se retrouver sur deux lignes d'assurance. Donc déjà la RC produit, donc la responsabilité civile liée au produit, où là, le marché de l'assurance va être en mesure d'étudier et possiblement d'offrir des rachats partiels à partir du moment où c'est bien documenté. Et là, le rachat partiel, il se ferait sur la base de certaines molécules qui sont connues, référencées et utilisées dans le process. Et d'un autre côté, on a les risques environnementaux, où là, le rachat partiel, il va plutôt être lié à l'événement assuré. Donc, par exemple, on a dans beaucoup de cas des rachats partiels du risque PFAS qui va être seulement pour les produits d'extinction d'incendie. Et bien sûr, beaucoup plus facilement pour les pollutions nouvelles. C'est la question des pollutions historiques liées au PFAS reste encore un sujet beaucoup plus compliqué. Il y a des solutions qui existent. Voilà, il faut travailler là-dessus. Super, merci beaucoup. Géraldine, on va maintenant changer vers le textile et le luxe. Vous êtes Sustainability Programs et Innovations Manager, directeur, excuse-moi, chez Kering, un groupe particulièrement exposé à ces enjeux PFAS, à la fois du point de vue des matériaux, des chaînes d'approvisionnement et des attentes réglementaires et sociétales. Les PFAS soulèvent des questions majeures pour votre secteur, en France comme à l'international. Je vous propose de nous expliquer quels enjeux ils représentent aujourd'hui pour le textile et le luxe et comment vous avez structuré, au niveau de groupe, des démarches concrètes pour y répondre toutes en intégrant les nouvelles obligations réglementaires. Merci Géraldine. Oui. Déjà, en vous écoutant, je me suis souvenu que la direction des assurances était venue vers nous déjà il y a quelques années pour nous demander ce qu'on fait sur les PFAS. Alors, dans la mode, je parlais pour le textile, la mode en général, pas que le luxe, les PFAS sont utilisés pour leurs propriétés imperméabilisantes et déperlantes. Donc, vous les trouvez dans des vêtements d'extérieur, des vêtements de ski, tout ça. Et aussi par leur qualité anti-tache. Donc, vous pouvez aussi les trouver sur des sacs en cuir ou même dans des cols ou des semelles. Et en fait, ça a été utilisé pendant quelques dizaines d'années et c'est vers 2011-2012, il y a eu un tournant sur la prise de conscience de la toxicité de ces molécules par une ONG, en fait, Greenpeace, qui a fait une campagne très visible qui s'appelait Detox, avec des happenings à Milan pendant la Fashion Week, avec des vidéos, des rapports, etc., pour mettre en évidence les dangers de ces molécules et surtout leur présence un peu partout. Et en fait, ça a été un tournant pour la mode en général, parce que c'était une prise de conscience pour beaucoup de marques. Donc, à commencer par les marques de sport type Adidas, Puma, Nike, etc. Puma, qui était d'ailleurs dans le groupe Kering à l'époque, et qui utilisait beaucoup ces substances. Et donc, ça a fait que les entreprises se sont rejointes, parce qu'il n'y avait pas une réglementation qui allait arriver. De toute façon, nous, on est soumis à plein de réglementations, chaque pays, parce qu'on produit, en l'occurrence pour Kering, c'est principalement Italie et France, et après on distribue dans le monde. Donc, on prend la réglementation la plus stringente, mais il n'y en avait pas à l'époque. Donc, ces entreprises se sont regroupées dans une association qui s'appelle Zero Discharge of Hazardous Chemicals pour aborder le problème, déjà pour faire cette étape de passer d'un discours zéro hazardous substance à quelque chose de beaucoup plus scientifique et concret et mesurable, et d'avoir une roadmap commune là-dessus.
Donc, ce qui a permis aussi de créer des marchés pour des alternatives. Et entre le début de la campagne 2011 et 2018, il y avait 80 des plus grosses marques du monde qui étaient dedans et qui avaient pris des engagements d'arrêter. Il y avait 11 classes de substances problématiques, dont les PFAS, et en tout cas les arrêter d'ici 2020 ou 2025. Donc, il y a eu un gros progrès dans la mode. La difficulté, c'est que la réglementation, elle est sur le produit final. Mais ce que reprochait Greenpeace, ce n'est pas seulement le produit final, c'est aussi tout le process de fabrication. Et donc, l'engagement a été pris aussi de créer pas seulement une Product Restricted Substance List, une liste de substances bannies dans le produit final, mais aussi dans les process de fabrication, ce qui est beaucoup plus difficile à vérifier, parce que ça veut dire qu'il faut maîtriser entièrement les différentes étapes et faire les tests à différents endroits. Donc, on s'est mis aussi à beaucoup plus tester les eaux d'Exor. Donc, j'apprends avec Suez qu'il y a même moyen de faire encore mieux aujourd'hui. Mais bon, donc ça a été une transformation importante pour la mode. Voilà. Et depuis, donc les premières réglementations, c'était 2025 aux États-Unis, puisque c'est New York et la Californie qui ont commencé, puis ça a suivi en France. Merci beaucoup, Géraldine. Maintenant, on change de sujet. On va maintenant discuter des produits électriques et électroniques. Laurent, vous êtes expert leader matériaux plastiques et organiques chez Schneider Electric, un groupe fortement concerné par ces substances, à la fois dans ses produits et ses chaînes d'approvisionnement et ses choix d'innovation. Les PFAS soulèvent pour votre secteur des enjeux importants, notamment au regard des évolutions réglementaires, on en a déjà parlé, et des exigences de performance et de sécurité des matériaux. Je vous propose de nous expliquer comment Schneider Electric appréhende aujourd'hui ces enjeux, comment vous avez commencé à cartographier, parce que ce n'est pas évident, à cartographier les usages de PFAS au sein du groupe, quelles sont les principales difficultés rencontrées et quelles mesures et prochaines étapes vous avez engagées. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et tous. Donc, comme vous le savez, Schneider Electric est une multinationale. Donc, on a l'habitude d'appliquer les réglementations substances à l'ensemble de notre groupe, que ce soit des réglementations européennes, des réglementations américaines, des réglementations asiatiques. En fait, on prend tout ça, on regarde, comme vous le disiez, les plus contraignantes et on l'applique à l'ensemble du groupe. Pour pouvoir faire la cartographie des PFAS dans nos produits, la difficulté, c'est que actuellement, il n'y a pas de définition officielle de. Comme on l'a rappelé, il y a plusieurs dizaines de milliers de substances. Un certain nombre sont réglementés, donc les PFOA, les PFOS, les PFHS et j'en passe. Et pour cela, on n'a pas de difficulté d'obtenir des déclarations de conformité de nos fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de rang 1, rang 2, voire rang 3 dans certains cas. Mais pour les PFAS qui ne sont pas réglementés, il n'y a aucune obligation légale pour ces fournisseurs de nous informer de la présence de ces PFAS dans leurs produits. Donc, ce que nous, on a mis en place au niveau de Schneider Electric, c'est une enquête supplémentaire à celle qu'on applique d'habitude, donc où on demande la full material declaration à nos fournisseurs. Dans le cas des PFAS, on a commencé à leur demander s'ils utilisaient et ils mettaient de façon intentionnelle des PFAS dans leurs produits, suivant la définition de l'OCDE, donc une définition très très large. Pour le moment, on a reçu un certain nombre de réponses, pas pour l'ensemble des produits. Comme vous pouvez l'imaginer, on fabrique plusieurs dizaines de milliers de produits, que ce soit des disjoncteurs, des prises, des interrupteurs. Et dans ces produits, on a à nouveau quelques dizaines, voire centaines de pièces. Et donc, ça représente une charge de travail pour collecter toutes ces informations assez gigantesque. Au niveau de l'impact des PFAS pour le domaine électrique, électrique ou finalement n'importe lequel de nos confrères, on trouve des PFAS dans quasiment 100% de nos produits. Quand je dis PFAS, c'est au terme de fluoropolymères principalement, puisque donc les PFAS réglementés, normalement, on ne doit pas en avoir. Et ces fluoropolymères, pour le moment, n'ont pas une dangerosité avérée, en tout cas pas au même niveau que les PFAS qui sont actuellement ciblés.
On en trouve dans des joints, par exemple, donc des FKM, qui sont des joints qui sont à la fois bons à basse température et à haute température, et c'est principalement pour leur résistance à haute température qu'ils sont utilisés. On peut en trouver dans des graisses très haute température aussi, et pour le moment, on a peu, voire pas d'alternative pour ce type de produit. On peut en avoir dans des câbles aussi, à nouveau, qui sont censés tenir plusieurs dizaines d'années à plus de 100 degrés. Pareil, pas d'alternative vraiment disponible sur le marché. Et après, dans plein d'autres applications, que ce soit de la lubrification avec des traitements Teflon, que ce soit aussi des pièces moulées directement avec des fluoropolymères, par exemple pour des bus qui sont dans des produits moyenne tension. Enfin voilà, je ne vais pas faire le listing. Dans des refroidissants aussi pour les data centers, on peut avoir certains PFAS utilisés dans les liquides de refroidissement. Enfin, voilà. Donc, j'avais déjà communiqué un petit peu sur ce sujet-là et donc fait une liste un peu exhaustive de l'utilisation. Qu'en est-il des alternatives aux PFAS? Donc, sur la lubrification, on arrive à trouver, enfin, nos fournisseurs, puisque nous, on ne fabrique pas ces produits. Donc, nos fournisseurs commencent à nous donner des solutions sur de la lubrification sans PFAS, avec la limite que cette lubrification n'est efficace que pour des applications, on va dire, basse température. Si on est sur de la lubrification haute température, à nouveau, on a des problématiques pour trouver des substitutions. On peut en avoir aussi sur de la lubrification pour des températures, on va dire, qui sont de l'ordre de la centaine de degrés en permanent, mais au-delà, on a du mal à trouver des solutions. Et dans le câble aussi, on a quelques solutions alternatives. Après, donc au niveau du cadre réglementaire, comme vous le savez certainement, la réglementation PFAS en Europe est en cours de discussion et de consultation, puisqu'il y a eu un document publié par le RAC et le CEAC au niveau de l'ECA pour pousser une réglementation globale des PFAS avec des seuils qui sont très très bas. Nous, ce qu'on va faire au niveau de Schneider et des organisations des fabricants de produits électriques et électroniques, c'est évidemment de répondre à cette consultation. Ce qu'on va très probablement demander, c'est de rajouter dans la réglementation une notion d'intentionnalité d'utilisation des PFAS dans les produits. Parce que si on n'a pas cette notion d'intentionnalité, en fait, on ne pourra pas avoir de déclaration des fournisseurs de conformité. Et donc, on sera obligé finalement de tester tous les articles dans tous les produits pour montrer la conformité, ce qui serait complètement impossible à faire d'un point de vue financier et même humain et ressources. La deuxième chose, c'est que les limites les seuils qui sont poussés actuellement dans cette réglementation, c'est 25 ppb, 250 ppb pour la somme des PFAS et pour le taux total de fluor de 50 ppm. Ces limites-là ont été définies principalement basées sur des seuils de quantification dans l'eau ou dans les sols, avec des méthodes d'analyse qui sont, entre guillemets, relativement simples, je suis désolé, puisqu'on n'a pas la phase d'extraction des PFAS de matrices telles que des polymères ou des fluoropolymères. Et donc, du coup, si on regarde actuellement les limites de quantification d'autres méthodes d'analyse dans des produits solides et dans des plastiques, on est très loin d'arriver à ces niveaux de quantification. Donc, on essaye de démontrer que ces seuils-là ne sont pas atteignables. Donc, pousser une réglementation on sera incapable, pour laquelle on sera incapable de démontrer la conformité n'a aucun sens. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'on va essayer de faire remonter aux autorités. La troisième chose, c'est au niveau de l'ECA, donc il y a une nouvelle définition qui exclut un certain nombre de PFAS qui est poussée. Cette nouvelle définition n'est pas harmonisée avec le reste du monde. Donc si on commence à avoir des définitions différentes sur la réglementation européenne, qu'on peut avoir aux États-Unis et ailleurs dans le monde, on va avoir des déclarations de fournisseurs qui ne seront valables que pour l'Europe. Et donc, ça peut poser problème. Donc, ça aussi, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un consensus un peu global qui s'opère. Ensuite, au niveau du scope électrique-électronique, dans la proposition de réglementation, on est un petit peu dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'électronique, mais pas mal de nos produits ne sont pas réellement clairement identifiés comme produits électroniques. Et donc, on va essayer de faire clarifier ce scope.
Et enfin, comme vous l'avez vu, il y a des dérogations, heureusement, on va dire pour les applications les plus critiques, des dérogations qui vont jusqu'à 13 ans et demi. 13 ans et demi, ça peut paraître très long, mais dans le domaine électrique et électronique, on a des certifications avec des preuves de durée de vie de 40 ans, 50 ans, qui nécessitent de faire des essais de vieillissement qui sont eux aussi très longs. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a très peu d'alternatives sur des applications très haute température, donc très probablement qu'on va essayer d'obtenir des dérogations quasi infinies en termes de durée, à la condition que tous les fabricants soient d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'alternative technique sur, en particulier, des applications avec des fluoropolymères. Voilà. J'espère avoir répondu à vos interrogations et je suis disponible à la pause pour répondre à vos questions. Merci Laurent. Marie, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, on a eu pas mal de questions. Donc, d'ailleurs, je vous rappelle que si vous voulez en poser, le QR code est tout en haut. Donc, une question qui est plus à destination de tous les intervenants, y compris vous, Dirk. Comment dimensionnez-vous le risque PFAS dans vos activités? Alors, je peux commencer dans ce qu'est notre métier. Nous, on n'est ni utilisateur, ou en tout cas de façon très marginale, ni utilisateur de PFAS. On hérite des PFAS qui sont présents dans les déchets ou dans les eaux, et on met en place des traitements pour les éliminer. Donc nous, notre sujet, c'est d'être capable d'apporter des solutions aux industriels et aux collectivités locales pour atteindre les seuils, et on revient à cette question de la définition de seuils qui sont pertinents, qui est une vraie question. Je parle pour ERM, on est un bureau d'études, on travaille sur des grands sites de production de PFAS. Alors on a des gens qui sont exposés pendant les prélèvements. Alors ce qu'on fait, c'est on prend toutes les mesures qui sont nécessaires pour réduire l'exposition et on fait des tests suivis sanguins pour être sûr qu'il y a un baseline et pour vérifier si les gens sont exposés, oui ou pas. Oui, donc chez Kering, sur le risque PFAS, c'était surtout demandé par les assurances en l'occurrence. En fait, c'est surtout, nous, notre approche, c'est, vu les risques, on n'en a pas besoin fondamentalement. On n'a pas, surtout dans le luxe, on n'a pas besoin de trucs hyper imperméables. Donc, c'est plutôt de remettre en question la fonctionnalité qu'on veut sur un produit, parce qu'on se crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc, on a surtout commencé par ça. Et puis après, évidemment, on fait quand même des tests. Donc, on a des pourcentages à partager, mais on a surtout une feuille de route depuis longtemps, comme je vous disais, depuis 15 ans, en fait, sur le sujet pour arrêter les PFAS. Ce qui a rassuré nos assureurs, ce qu'ils l'ont mis en low risque. Donc, voilà. Mais juste pour rebondir là-dessus, effectivement, le marché de l'assurance sur ce domaine pour faire un rachat du risque PFAS est très demandeur en information. Il demande beaucoup d'informations et une transparence à l'entreprise. Et il demande aussi que les entreprises exercent une démarche de recenser leurs usages PFAS. Et pour le marché de l'assurance, il y a une vraie différence entre une entreprise qui va dire « moi, je n'utilise pas de PFAS » et une entreprise qui va dire « moi, j'ai fait un recensement, j'ai fait la démarche de regarder tous les produits que j'utilise et je peux vous dire qu'il y a ou non des PFAS. » Et on observe d'ailleurs que c'est parfois à ce stade que certaines entreprises se rendent compte que certains produits qu'ils utilisent des PFAS. Alors, je pense avoir répondu pas mal à la question, mais la difficulté, c'est vraiment d'avoir une vue exhaustive dans une grosse entreprise avec autant de produits, finalement de l'utilisation. On sait qu'on n'utilise pas de PFAS actuellement classés comme dangereux. Après, sur les fluoropolymères, si la réglementation va au bout, on va avoir possibilité de trouver des alternatives dans pas mal de domaines, mais pour d'autres, pour le moment, on n'aura pas de solution. D'où la réponse à la consultation. Merci. Alors, les questions sont posées par les intervenants, les participants dans la salle. Vous pouvez regarder la salle pour y répondre. J'avais d'autres questions aussi. Par exemple, quelles sont les applications pour lesquelles vous ne voyez pas de solution et la dérégulation semble la seule option?
pour la mode, je pense qu'il y a des solutions. Gore-Tex a développé, donc celui qu'on a tous en tête, a développé une solution et qui a été mise en œuvre suite à la pression de Greenpeace aussi en 2022. Donc, encore une fois, c'est plus la question de la fonctionnalité et non de quelle imperméabilité on a besoin, de quelle anti-tache on a besoin, de repenser le produit complètement. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes problématiques que Schneider, qui est beaucoup plus industriel. Comme je le disais, là où on a le plus de difficultés à trouver des alternatives, c'est sur des applications très haute température en continu. Donc que ce soit des câbles qui sont dans des environnements très très chauds, que ce soit sur des graisses qui sont sur des contacts électriques qui font passer quelques milliers d'ampères et pour lesquels on dépasse les 120-130 degrés permanents, que ce soit sur des pièces qui sont au contact d'agents chimiques très agressifs. Historiquement, on avait du SF6 qui est un gaz diélectrique. Les pièces qui étaient en contact avec ce gaz-là, la meilleure résistance chimique était obtenue avec ce genre de polymère. Donc, je dirais le combo, c'est très haute température et très longue durée de vie à cette haute température ou compatibilité chimique très très élevée. Sinon, pour le reste, on peut soit limiter la durée de vie du produit, donc ça ne va pas forcément dans le bon sens d'un point de vue environnemental. Essayer de trouver des alternatives pour remplacer les pièces, donc faire de l'éco-design en se disant cette pièce-là, on sait qu'elle va avoir une durée de vie plus faible qu'une pièce en fluoropolymère, mais pour autant, est-ce qu'on peut trouver un moyen de la remplacer plus régulièrement et du coup, finalement, répondre aux besoins. Et puis, comme je vous le disais, pour la lubrification, le téflon, on a d'autres alternatives. Et le téflon dans certaines matières plastiques, parce que des fois on en introduit quelques particules pour améliorer des matrices standards, là aussi on a des solutions. Super, merci. Alors là, une question plus à Schneider Electric et Kering, mais ça peut aussi, je pense, concerner potentiellement Dirk et Gilles Boulanger également. Lorsque vous anticipez la réglementation, qui porte le coût? Est-ce que vous le répercutez sur vos clients, sur les consommateurs, ou si c'est finalement vous qui intégrez les coûts? Alors là en l'occurrence, on lance la machine en payant le début de la transformation, notamment les tests sur l'eau, les audits chimiques, etc., les tests aussi. Le surcoût de changer, il est tout petit pour nous. Donc, c'est pas dans notre secteur qu'il y a le plus gros changement au niveau du prix. C'est Schneider qui porte ces coûts-là. On a vraiment une difficulté finalement à faire du marketing autour des produits sans PFAS. Pour le moment, le grand public, ce qui est normal, voit le coût du produit et donc on a beaucoup de mal finalement à, entre guillemets, répercuter ces coûts-là sur le produit final. Donc on porte énormément les coûts en interne, et que ce soit pour les PFAS, mais pour l'introduction de recyclés. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut aller vers des produits plus vertueux, mais malheureusement c'est difficile aussi d'augmenter les prix. Les entreprises vertueuses rognent un petit peu sur leur marge pour arriver à avoir des produits plus vertueux et meilleurs pour l'environnement et la santé. Je pense que c'est clair, le pollueur devra payer, hein, c'est clair dans ce qui est réglementation, mais vu le fait qu'il y a déjà une pollution diffuse et la omniprésence de PFAS dans l'environnement, l'industrie ne va pas être capable de sponsoriser tout. La dépollution, pour Legacy PFAS, la mousse anti-incendie, c'est 6, c'est 8. Les coûts sont estimés pour l'Europe à 200 billions d'euros. Et quand on regarde les ultra-courts, comme le TFA, ça peut monter à 1, même 2 trillions d'euros. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est affordable? Est-ce qu'on peut payer tout ça? Et la question à poser, c'est où est-ce qu'on va mettre le curseur?
parce que les coûts pour la dépollution, peut-être Gilles, vous pourriez peut-être rebondir là-dessus, mais c'est clair, les coûts pour dépolluer, pour atteindre les niveaux, disons, les seuils acceptables, comme Laurent l'a dit pour les produits, c'est pas évident. Alors, je ne vais même pas rentrer sur le TFA, sinon on est foutu en termes de timing. Mais en revanche, l'investissement qu'on fait en matière de recherche, ce que j'ai brossé très rapidement au début, c'est beaucoup de boulot et des montants d'investissement très significatifs en matière de recherche qui nous permettent après de proposer des solutions. Mais effectivement, c'est après les clients, qu'ils soient industriels ou collectivités, qui vont faire le choix d'investir à partir des solutions qu'on peut leur proposer. Mais effectivement, pour nous, c'est un investissement en matière de recherche et de développement depuis quelques années qui est très, très significatif. Bon, il reste encore beaucoup de questions. Je vous inviterai à les poser à la pause aux intervenants, puisqu'on n'a plus le temps. Dirk, peut-être si vous voulez faire un petit mot final. Vite fait, je pense, c'est clair, les PFAS ne sont plus un sujet émergent ou marginal. Ils sont désormais au cœur des décisions industrielles, discutées, réglementaires et stratégiques, quels que soient les secteurs, tous les secteurs industriels sont exposés. Ensuite, nous avons vu qu'il n'existe pas de solution unique, disons. La réduction de l'exposition au PFAS passe par une combinaison d'actions, allant de la captation et du traitement à la gestion du risque et à la substitution dans les produits et dans les chaînes d'approvisionnement. C'est clair. Les discussions ont également montré que les entreprises sont déjà en mouvement. Elles cartographient, testent, innovent, anticipent les évolutions réglementaires, mais souvent dans un contexte d'incertitude technique, économique et assurantielle. Dans ce cadre, le dialogue entre industriels, assureurs, fournisseurs de solutions, régulateurs et sociétés civiles apparaît plus que jamais indispensable. Enfin, un message important ressort de nos discussions. Réduire l'exposition au PFAS n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi un levier de transformation, d'innovation et de crédibilité pour les entreprises qui s'en saisissent de manière proactive. Je vous remercie pour votre participation et je remercie les intervenants.